Voilà, donc j'ai titré ici « Révolution dans le traitement de l'insuffisance cardiaque » parce que comme vous allez le voir, ces guidelines proposent une nouvelle approche qui est effectivement une petite révolution qui aura un impact pour tous les médecins hospitaliers qui sont dans la salle, mais aussi pour vous dans votre cabinet, c'est certain. Comme tout médecin à l'hôpital, j'ai quelques contacts avec l'industrie, mais je précise ici que je ne reçois jamais d'honoraires personnels. Tout est versé à la Fondation pour la Recherche, la Fondation GECOR. Alors voici ces guidelines qui ont été publiées tout fraîchement fin août. Un gros pavé de 128 pages. Et je dois dire qu'entre les trois, j'ai été le moins gâté puisque j'ai eu 128 pages à résumer, alors que Aran n'avait que 94 pages à résumer et David 111 pages. Quand j'ai vu l'affiche de ce colloque ce matin, je me suis dit que nous trois, on avait l'air un peu d'émissaires venant prêcher la bonne parole de la Société européenne de cardiologie. Et bien que je reconnaisse que les guidelines sont une avancée majeure, c'est évident, ça a permis d'uniformiser la pratique clinique dans le monde entier, ça a permis aussi de rassembler une évidence scientifique qui est si abondante qu'elle est impossible à maîtriser individuellement, a fortiori quand on est dans un cabinet médical. Mais il faut quand même reconnaître que parfois on accorde peut-être un crédit un peu trop important aux guidelines. Et je voulais citer ici un commentaire un peu grinçant et assez amusant du professeur Alain Junot il y a quelques années dans la Revue médicale suisse. Donc je cite: « Les guidelines sont devenus un incontournable outil de persuasion à l'intention des fidèles qui ont soif de guidance, sorte de vecteur de rigueur et de sérieux qui confère un parfum de vérité première à leurs nombreuses et prolifiques assertions. Une fois endossées sous cette rubrique, ces dernières deviennent paroles d'évangile, défiant toute critique ou contestation, ou promettant à ceux qui ont l'audace de les mettre en doute le sort peu enviable d'un Savonarole. » Alors bon, pour toutes les personnes qui sont incultes, ce qui est mon cas, je vous rappelle que Savonarole était un moine italien qui s'est permis de s'opposer au pape et qui, comme vous le voyez ici, a fini sur le bûcher à Florence en 1498. Donc tout ceci pour dire qu'il faut qu'on reste critique par rapport à ces guidelines, et on peut en reparler aussi tout à l'heure par rapport à l'insuffisance cardiaque notamment. Rassurez-vous, on va finir dans les temps, parce que j'ai que deux figures à vous montrer par rapport à ces guidelines, mais deux figures qui sont vraiment essentielles, encore une fois, pour votre pratique. La première, c'est plutôt une question de classification qui est importante, pas tout à fait nouvelle. Vous savez que l'insuffisance cardiaque est classifiée selon la fraction d'éjection ventriculaire gauche en trois groupes. Vous avez ici encadré l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, où la fraction d'éjection ventriculaire gauche est supérieure ou égale à 50%. On l'appelle souvent HFpEF, selon l'acronyme anglais. Vous avez l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection discrètement réduite, entre 41 et 49%. Il y a une petite nuance qui a été apportée cette année. On ne parle plus de mid-range ejection fraction, mais on parle de mildly reduced ejection fraction. Petite nuance, vous en conviendrez. Et puis il y a le troisième groupe, c'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, où cette fraction d'éjection est inférieure ou égale à 40%. Petite nuance aussi dans ces guidelines 2021, on inclut 40%, alors qu'en 2016, c'était inférieur à 40%. Tout ceci sont des détails. C'est de cette catégorie que je vais vous parler maintenant. Sachez aussi, si l'on regarde les chiffres ici chez les patients hospitalisés au HUG, que cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite constitue 35% des patients au total, contre 50% ici pour le groupe à fraction d'éjection préservée et 15% pour le groupe à fraction d'éjection discrètement réduite. Donc parlons de cette catégorie-là et du traitement. Alors le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, excusez-moi du lapsus, c'est un véritable chemin de croix, j'ai envie de dire, excusez-moi pour les références bibliques ce matin, mais c'est effectivement très long et laborieux, puisqu'on doit introduire séquentiellement toutes les classes thérapeutiques que vous voyez ici à l'écran, et ceci en les titrant chaque fois à la hausse. Donc ceci représente un travail énorme, puisqu'il faut chaque fois contrôler l'hémodynamique du patient, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, aussi le laboratoire, c'est-à-dire la fonction rénale et les électrolytes. Donc on introduit successivement les IEC ou les ARTAN si les IEC ne sont pas tolérés, les bêta-bloquants, les antagonistes de l'aldostérone, donc éplérénone ou spironolactone. On peut switcher les IEC pour des ARNI, donc ARNI vous connaissez tous, sacubitril, valsartan ou Entresto. Et puis finalement, on introduirait à la fin les derniers arrivés, donc les inhibiteurs du SGLT2 que vous connaissez tous. Donc très long, très laborieux, ça peut prendre jusqu'à 6 mois d'atteindre un traitement efficace. Alors, quelle est l'approche de ces nouvelles guidelines? Alors, voici ici la figure qu'on va discuter, qu'on va décortiquer ensemble maintenant, une magnifique figure avec cette nouvelle couleur violette que vous avez retrouvée aussi dans les autres guidelines. Donc, la nouvelle approche, je vous la décortique en 6 étapes. Première étape,
complètement nouvelle. Il s'agit ici d'introduire presque en bloc, je dis presque parce que vous pouvez peut-être le faire rapidement, successivement, 4 classes thérapeutiques que vous voyez s'afficher ici, qui ont toutes prouvé un bénéfice en termes de mortalité chez ces patients. Alors, quelles sont-elles, ces classes? Eh bien, les IEC, bien entendu. Vous voyez ici une barre oblique parce qu'on vous laisse le choix de débarrer les IEC ou les ARNI en première ligne. On peut reparler de ce point tout à l'heure. Les bêta-bloquants, bien entendu, les antagonistes de l'aldostérone, et puis finalement les inhibiteurs du SGLT2 qui ont été propulsés en première ligne du traitement grâce à 2 études qu'on a discutées d'ailleurs ici, l'étude DAPA-HF et l'étude EMPEROR-Reduced. Donc, première étape, complètement nouvelle. Deuxième étape, pas nouvelle du tout, c'est l'utilisation des diurétiques de Lens chez les patients qui sont en congestion, en surcharge volémique. Ça, c'est pas nouveau, je ne vais pas trop m'insister là-dessus. Troisième étape, Aran vient d'en parler, c'est l'utilisation des dispositifs implantables. Tout patient insuffisant cardiaque avec une fraction d'éjection réduite, cette fois-ci inférieure ou égale à 35%, peut bénéficier d'une thérapie de resynchronisation cardiaque, ceci d'autant plus s'il a un bloc de branche gauche large, comme vous le voyez ici. Ces patients peuvent aussi bénéficier d'un défibrillateur s'ils ont toujours la même fraction d'éjection et notamment s'ils ont une étiologie ischémique de leur cardiopathie. Ceci est bien sûr une indication qui est plutôt discutée avec le spécialiste. Quatrième étape que je trouve très intéressante, c'est aussi une nouvelle approche, c'est l'approche selon le profil clinique des patients. Alors, je n'aurai pas le temps ici d'aborder tous ces profils, mais quelques exemples. Fibrillation atriale, bien entendu, on va considérer une anticoagulation chez ces patients insuffisants cardiaques, pour autant qu'il n'ait pas, bien sûr, une contre-indication. On considérera peut-être l'introduction de digoxine si la réponse ventriculaire n'est pas suffisamment freinée par les bêta-bloquants. Peut-être une ablation par radiofréquence des veines pulmonaires chez certains patients. Chez les patients coronariens, on envisagera peut-être une revascularisation, qu'elle soit par voie chirurgicale ou percutanée. Et puis finalement, chez certains patients qui ont un déficit en fer, on administrera peut-être de la carboxymaltose ferrique par voie intraveineuse, donc le fer injecte dans certaines situations. Donc voici quelques exemples, je ne peux pas être exhaustif ici pour toutes les situations, bien entendu, mais cette approche par profil clinique me semble très intéressante et elle correspond bien à notre pratique clinique de tous les jours. Finalement, après toutes ces étapes, certains patients vont rester très symptomatiques avec une insuffisance cardiaque sévère, avancée, comme on l'appelle. Et chez ces patients, là de nouveau c'est plutôt une décision de spécialiste, on considérera peut-être la transplantation cardiaque ou des supports circulatoires mécaniques de courte ou de longue durée, comme par exemple les assistances ventriculaires gauche. Et puis finalement, la dernière étape, qui est une étape très importante, c'est que tous ces patients insuffisants cardiaques peuvent bénéficier d'un programme de réadaptation cardiaque, et ceci est fortement recommandé dans ces guidelines. Finalement aussi, on essaiera d'intégrer ces patients dans un programme multidisciplinaire de gestion de la maladie, avec notamment un enseignement thérapeutique adéquat, ce qui est extrêmement important chez ces patients. Donc voici ici, en résumé à nouveau, cet algorithme de traitement, encore une fois nouveau et qui changera certainement votre pratique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je réponds très volontiers à vos questions.